Salut à vous, bande de petites tentacules. Aujourd'hui, on est là pour parler de Dark Heresy, le jeu de rôle de Warhammer 40 000. En anglais, c'est publié par Blink Industries. C'est la branche jeu de rôle de Game Workshop. En français, au début, ce qui publie, c'est Fantasy Flight Game. Et les droits ont été repris par Age. Première édition 2008, l'arnaque de la deuxième édition 2014. On reviendra dessus en fin de vidéo. Euh, que vous dire déjà, le premier point, les livres sont beaux. On n'est pas au 20e anniversaire Néphilim, mais pas très loin. Les dessins intérieurs sont sympas, variés. Les livres sont entièrement en couleur. La pagination est agréable. Voilà, il n'y a rien à dire sur la forme. Les couvertures sont cartonnées, de bonne qualité. Le papier, c'est du papier glacé. Donc vraiment, pour la forme, c'est du bon bouquin. C'est pas aller dans une bibliothèque, enfin dans une ludothèque. C'est du bon. Parlons un peu plus du fond désormais. Qu'est-ce que c'est l'univers de Dark Heresy? Ouais, c'est pas bien, c'est ma club de la vidéo. Alors, pour reprendre la définition de base des auteurs, Dark Heresy est un jeu futuriste, sombre et gothique. Papam. Ça fait un peu vendeur pour ados là, hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, ceux qui connaissent déjà l'univers de Warhammer 40 000 vont se faire un peu chier pour les 3-4 prochaines minutes. Les autres. Alors en gros, vous prenez l'Inquisition, la Sainte Inquisition espagnole, hein, là où on cramait des gens parce que c'était des sorcières ou des hérétiques ou des roux, et vous l'amenez très loin dans le futur. Le 40 000 de Warhammer 40 000, c'est la date. D'ailleurs, on est même au 41e millénaire. L'humanité a atteint une apogée technologique très élevée, puis elle s'est pété la gueule. Un gros bourrin super puissant est arrivé, l'empereur Dieu, qui est le plus puissant psioniste de l'univers, qui est aussi un super sorcier, mais bon, ça c'est caché aux joueurs, hein, c'est un des gros secrets du monde. D'ailleurs, je vous spoil la race là. Bon, après, il y a une révolte à son époque, là on est au 30e millénaire. L'empereur se fait à moitié zigouiller, il finit sur ce qu'on appelle le trône d'or sur la Terre, un appareil qui le maintient en vie. Et toute l'humanité le vénère comme Dieu. Il n'y a pas de chrétienté, de catholicisme, de ce que tu veux. La seule religion, la religion d'État, c'est l'empereur. Il y a une toute petite exception, c'est ce qu'on appelle le Dieu machine, qui est censé être une facette de l'empereur, c'est des magouilles de l'empereur, on reviendra dessus ultérieurement. Donc l'empereur, il réside sur Terre. C'est lui qui permet en fait la navigation spatiale, c'est en gros dans tout ce qui est Star Trek, Star Wars, l'hyperespace. Dans ce monde, en fait, quand on passe en hyperespace, on passe dans un univers parallèle qui est le Warp. On redéveloppera dans quelques instants. Et pour pouvoir se repérer dans ce Warp, les pilotes regardent en fait où est l'empereur, qui est une grosse colonne de lumière qui est visible de toute la galaxie. Et comme ça, ils savent à peu près s'orienter. Donc sans l'empereur, l'humanité est même plus foutue de naviguer dans le Warp, donc elle est limitée au tout petit voyage des systèmes solaires. Donc l'empereur est resté conscient et bon, il donne des ordres. Donc c'est un espèce de, c'est un demi-dieu mort-vivant qui gouverne l'humanité. Et première petite nouvelle, l'empereur n'est pas du tout sympa et n'accepte absolument pas la contestation. Donc pour pouvoir bien asseoir son pouvoir, il a recours à deux grosses entités géopolitiques, l'Inquisition, pour laquelle va bosser les joueurs, et l'espèce marine. Des humains génétiquement modifiés, hein, ils font tous 2,20 m, c'est tous. Arnold Schwarzenegger, il est petit à côté d'eux, c'est tous des super baraques, qui ont des armures de combat cybernétiques ultra développées, et qui zigouillent tout ce qui n'est pas de l'Empire humain. Donc les humains qui sont pas d'accord, les races extraterrestres, les démons, parce que oui, les démons existent dans ce jeu. Maintenant, l'Inquisition. Bon, l'Inquisition, c'est ce qui a donné le jeu Dark Heresy. Donc, il faut savoir qu'il y a des grands inquisiteurs qui habitent sur Terre, qui vivent sur Terre, parce que l'humanité, elle vit dans toute la galaxie. Eux-mêmes délèguent des hauts inquisiteurs qui surveillent des secteurs. Les hauts inquisiteurs commandent les inquisiteurs qui font un peu ce qu'ils veulent dans le secteur, hein, ils sont assez autonomes.
Et ces inquisiteurs ont des larbins qu'on appelle les acolytes. Et vous jouez des acolytes tout nouveaux. Donc vous jouez au niveau planétaire, vous êtes bon. Au niveau cosmique, vous êtes des soufiotes. Et ça se sent vachement dans le système, on reviendra dessus après. Donc là, je vous ai fait un peu de manière complètement inintéressante l'organisation de l'Inquisition. Son ambiance, c'est quoi? Son ambiance, c'est l'inquisiteur, si il aime pas ta culture, ta gueule, ou il trouve que tu es un peu déviant, comparé tout simplement au dogme de l'Empire, il te vitrifie ta planète à coups de bombes nucléaires et d'armes bactériologiques. Voilà, donc c'est pas je te mets un mec au bûcher, c'est je te mets une planète au bûcher. L'Inquisition a trois gros axes qu'on appelle les ordos, qui se consacrent aux menaces qui menacent justement l'humanité. Donc on a les hérétiques, l'ordos héreticus. Alors c'est facile, hein. Tout ce qui est hérétique, c'est tous les humains qui ne sont pas d'accord avec la société de l'empereur. Aussi bien les mineurs qui trouvent que bosser 75 heures par semaine pour un salaire de misère au sens littéral, c'est pas terrible et qui se révoltent. Hérétiques, on te crame la gueule. Les démocrates, hérétiques, on te crame la gueule. Enfin voilà, tous les humains qui ne sont pas d'accord avec le système sont déclarés hérétiques et on leur crame la gueule. Les extraterrestres, dans le jeu, on appelle ça les Xénos. Il y a l'Ordos, l'Ordos Xénos, qui se consacre à la traque de tous les extraterrestres. Donc parmi les extraterrestres, il y a des trucs bien connus des univers d'Heroic Fantasy. Hein. Les elfes deviennent les Eldar, c'est tout dans ce goût-là. Les orques deviennent les orques. Ah, là-dessus, c'est facile. Et il y a plein de races un peu bizarroïdes qu'il n'y a pas dans d'autres jeux. Et les races sont plutôt sympas, les races extraterrestres. Elles sont plutôt sympas. Après, elles ont toutes vachement intérêt de se cacher hein, quand elles sont dans l'Imperium. L'Imperium, c'est le nom de l'Empire humain. Parce que de toute façon, les igouilles à vue. Hein, on a un niveau de racisme maximum sur votre curseur. Donc on a l'Ordos Xenos qui traque tout ce qui est extraterrestre. Et on a enfin l'Ordos Malleus. L'Ordos Malleus, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est démons et corruption. Donc tout à l'heure, on vous a parlé du Warp. Il faut savoir que le Warp est une dimension parallèle dans laquelle il existe des bestioles. Et c'est ces bestioles qu'on nomme démons. Elles sont immortelles, elles sont pleines de pouvoir, elles cherchent à passer dans notre dimension pour corrompre les humains. Et généralement, un humain corrompu, il est un petit peu pas gentil et taré dans sa tête, mais surtout, il a des tentacules qui poussent, et il a des pouvoirs pas gentils, voilà. Donc c'est vraiment dark caca. C'est l'aspect un peu gothique des choses. Bon, l'aspect gothique des choses se ressent aussi vachement sur le design de l'Imperium, hein. On est vraiment dans des trucs sombres. Il faut savoir que les rapports sociaux, on est vraiment dans du féodal. On a de la noblesse. L'humain déjà qui est libre, il est content. Voilà, l'esclavage, c'est monnaie courante. Et le 99% de la population, c'est des larbins pour les nobles et pour les institutions de l'Empire. Bon, il y a beaucoup d'institutions dans l'Empire, je vais vous faire la version courte parce que sinon il y en aurait vraiment pour 2 heures de vidéo. Hein. L'univers a 20 ans, donc il est super fouillé, super développé. Et le jeu de Dark Heresy et les autres jeux qui tournent en fait autour de Warhammer 40 000 qu'on abordera après sont à peu près tous localisés dans le même secteur. Et vous jouez même des sous-secteurs qui se touchent. Donc pour Dark Heresy, on joue dans le secteur de Calix, qui est un secteur super maudit et pas très cool. Ça tombe bien, comme ça vous avez du pain sur la planche. Hein. Et vous joueriez dans un secteur où il se passe rien, ça serait pas drôle. Donc voilà, attends, je vous ai placé un voilà. L'Inquisition, c'est fait. L'Espèce Marine, je vous en ai un petit peu parlé. Il faut savoir qu'ils ont un jeu afférent qui s'appelle Deathwatch, qui sont les unités spéciales de Space Marine mis aux ordres de l'Ordos Xenos, c'est-à-dire les soldats anti-extraterrestres. Voilà, des gros Schwarzenegger en armure Terminator qui butent des extraterrestres. L'humanité dans tout ça, il faut savoir que pour le petit crétin né sur une planète, une des seules solutions, c'est d'intégrer les institutions de l'Imperium et que la plus ouverte, c'est l'armée, voilà, ce qu'on appelle la garde impériale. Il y a un jeu qui est consacré, c'est Only War. Malheureusement, il est plus difficilement compatible avec les autres jeux de la game qui, eux, se marient bien. Un des jeux qui est consacré à l'humanité, bon, pas de base, c'est Rogue Trader. C'est consacré aux libres marchands.
c'est-à-dire les humains qui sont pas nobles, mais qui sont très indépendants. C'est une charte impériale qui a un héritage. C'est expliqué comme de la merde, hein. Bon, en fait, voilà, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont le droit de commercer, qui ont leur propre flotte de vaisseaux spatiaux. Ils sont nommés les libres marchands. Ils représentent l'impérium au sein de l'impérium ou au-delà de ses frontières. Donc eux, ils ont le droit de sortir des frontières impériales sans être traités d'hérétiques et sans être calcinés dans la milliseconde. Et ces libres marchands ont un jeu qui leur est consacré, c'est Rogue Trader, qui est un jeu vraiment très ouvert, avec beaucoup de possibilités. La gamme est moins développée que Dark Heresy, mais ça se marie vraiment bien. Dark Heresy et Rogue Trader sont vraiment deux jeux qui se marient très très bien. Et dès que vous avez un petit peu passé le stade de on est des troufions de base, on est des acolytes, vous avez un supplément qui s'appelle Ascension qui vous permet tout simplement de faire que vos personnages de base deviennent des inquisiteurs, donc on acquiert une bonne autonomie, des places où ils ont à la fois du poids politique et des moyens physiques. Et alors là, c'est parfait pour être marié avec Rogue Trader, c'est vraiment, ça va bien ensemble. Deathwatch peut se marier aussi, mais Deathwatch est tellement orienté baston, tuer des extraterrestres que perso en tant qu'MJ me fait chier. Voilà, c'est rigolo pour un scénario baston. De temps en temps, vous pouvez faire un scénario subtil, mais voilà, déjà tous les jeux de base sont assez orientés baston, mais Deathwatch il n'y a quasiment que de ça. Le Warp, on en a parlé un petit peu, hein, c'est le gros ennemi, pas seulement de l'humanité, de toutes les espèces vivantes de la galaxie, enfin du monde physique. Hein, le but des créatures du Warp, voire des dieux du Warp, car ouais, il y a des dieux dans le Warp, c'est de contaminer les vivants et que les vivants les vénèrent eux et pas le dieu d'à côté, voire surtout pas un humain qui veut devenir un dieu. Ça, c'est l'empereur. Les races Xénos sont vraiment multiples. Après, c'est un des aspects du jeu qui est très très peu développé. Il y a un petit peu de développement pour les Eldar, aussi bien en tant qu'antagonistes qu'en tant qu'alliés secrets de l'Inquisition. Certaines branches de l'Inquisition sont alliées aux Eldar parce que tout simplement ils disposent de connaissances et de capacités magiques, psioniques et technologiques plus élevées que les nôtres. Après, il faut savoir que leur société s'est écrasée parce qu'ils ont été complètement contaminés par le chaos, par les forces du Warp, et il y a un dieu qui est né de leur extermination. Donc les Eldar qui restent, c'est ceux qui ne se sont pas fait tuer à la naissance du dieu. Ouais, c'est pas sympa les dieux du chaos. Petit point spécifié, les hérétiques ont un jeu qui leur est consacré, qui est très bon, qui s'appelle Black Croisade, qui peut être joué en fait en continuité aussi bien des quatre autres, hein, de Dark Heresy, de Deathwatch, de Rogue Trader, même d'Only War. En fait, c'est une fois que vos PJ ont été bien corrompus, soit vous les mettez à la poubelle, soit vous passez de l'autre côté de la barrière, vous jouez les méchants pour l'Imperium. Après, l'Imperium est tellement pourri que savoir qui est vraiment le méchant est très discutable. Et il y a tout un jeu qui est consacré. Voilà. Les trois gros ingrédients principaux de cet univers sont donc une très haute technologie qui est perçue pratiquement comme de la magie par les êtres humains. Le savoir technologique est vraiment conservé par certaines branches humaines qui font carrément une église de la technologie. Donc l'humain, c'est pas j'appuie sur entrée, c'est j'appuie sur la rune qui demande au dieu machine de faire marcher, voilà. C'est pas du tout, on n'est pas dans le XXe siècle. Les gens n'ont aucune rationalité et c'est très très rare les humains rationnels. Les humains qui s'intéressent à la technologie, ils prient l'esprit machine. Ils font pas un branchement. L'intégrisme religieux qui est excessivement élevé, hein, l'humain de base est raciste contre à peu près tout. Le mutant, c'est-à-dire l'humain qui est un peu trop muté à cause de la pollution ou de n'importe quelle influence, on le crame. L'humain qui n'est pas un fervent adorateur du dieu, enfin de l'empereur dieu, on le crame. Moi, je crois que vous avez commencé à comprendre le truc, hein, tellement je me répète. Si toi pas d'accord avec nous, nous cramer ta gueule. Voilà. Et enfin, les forces démoniaques. La corruption démoniaque est vraiment très 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 développée, aussi bien à l'intérieur de l'Empire qu'en tant que menace extérieure avec des grosses armées de pas sympas qui veulent vous exterminer la gueule. Et même si l'Inquisition a des ordos pour les hérétiques, les extraterrestres, le vrai gros danger,
Et le truc qui restera à la fin pour exterminer la gueule à tout le monde, c'est le chaos, c'est les forces du warp. Et ça, c'est très marqué dans le jeu. Les trois axes de partie, du coup, que vous allez pouvoir faire dans ce type d'univers, il y a beaucoup d'enquêtes. Dark Heresy est quand même à la base un jeu où vous êtes dans des investigations, quand il se passe des trucs louches sur des planètes, ou quand il se passe des trucs louches dans les grosses villes, qu'on appelle les Endocity. Donc l'enquête est très très marquée. Le survival horror est très marqué aussi. On passe facilement de l'un à l'autre, hein. Quand vous avez trouvé les gros méchants, mais que vous êtes coincé dans leurs repères, généralement vous avez plein de monde au cul, et là vous êtes plus dans du survival horror. Donc là il y a quand même beaucoup de bastons, mais c'est souvent de la baston pour rester en vie. Et vous avez l'exploration, car quelquefois vous êtes balancé sur des mondes inexplorés ou d'anciens mondes humains qui sont retombés, soit sur des mondes désertiques, soit des mondes chaotiques, soit des mondes abandonnés. Et beaucoup de secrets ont été perdus, en sachant que de toute façon l'Inquisition a vraiment une culture du secret. Généralement, vous êtes envoyé en mission avec pas du tout les informations nécessaires, hein. Si votre inquisiteur il pense par exemple qu'il y a un truc louche par rapport à telle ou telle faction de méchants, eh ben il va pas vous en parler, hein. Il va vous balancer dans l'enquête et puis il va attendre qu'il y ait un ou deux survivants qui viennent le conforter ou infirmer ses hypothèses. Voilà, vous êtes de la chair à canon, vous êtes destiné à crever pour l'Empire et la sainte gloire de l'empereur. Voilà. Bon, ça fait plein de voilà, on s'en fout. Maintenant, parlons un peu du système. Qu'est-ce que c'est? Comment qu'il marche? D'où c'est qu'il vient? Il vient de Warhammer. Ils ont essayé de faire un système Warhammer simplifié. Ils ont un peu merdé. Euh, Comment que ça marche le système? Vous avez trois gros trucs qui vont définir votre perso. Donc, ses caracs, ses talents, ses compétences. Et tout ça va être très influencé par son monde d'origine. Ça fait une culture d'origine, hein, à savoir est-ce que vous venez d'une planète où on est dans le type Touareg, ou est-ce que vous venez d'une grosse planète où il y a plein de technologies? Est-ce que vous venez d'une planète chapelle et que vous vous flagellez tous les matins en priant le Saint Bidule ou l'Empereur Dieu? Et en gros, sa classe de perso. Bon, ici, ils n'appellent pas ça du tout classe de perso, mais soyons clairs, c'est une classe de perso. On passe pas de l'une à l'autre. Le but du jeu, c'est d'engranger plein de points d'expérience pour ouvrir des tableaux. Dans ces tableaux, vous pouvez acheter des compétences, des bonus de compétences ou des nouveaux talents. Alors, qu'est-ce que c'est carac, talent, compétences? Tout y marche en pourcentage. Vos caracs, vous les tirez à la base ou il y a un système optionnel qui fait que vous répartissez des points. Il y a 9 caracs, hein, ça va de la compétence de tir, compétence de combat, force, intelligence, endurance, sociabilité, volonté, des trucs assez de base. Là-dessus, toutes les compétences, ça marche sur une carac de base, il y a la compétence, plus un, un pourcentage, 10, 20, 30. Si vous êtes nul dans une compétence, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous avez plus 0. Si vous êtes un peu formé, vous avez plus 10. Si vous êtes bien formé, vous avez plus 20. Si vous êtes super super bien formé, vous avez plus 30. En général, les caracs tournent entre 20 et 30 en pourcent. Donc sur une action, par exemple, une action de base, vous n'aurez ni bonus ni malus. Vous allez faire la carac qui est liée. Alors, on va prendre un truc con, soulever un caillou, hein, vous aurez la carac force, par exemple vous avez 23, plus votre talent de soulever machin, ou par exemple vous êtes un gros bourrin qui passait son temps à soulever des trucs, vous avez plus 20, vous avez de la chance, vous avez donc 43% de chance, pas grand chose. Et c'est un des défauts du jeu, hein, qui a été beaucoup récrié. En début de carrière, vous êtes des brels. Voilà. En fin de carrière, vous êtes au contraire super cheaté. On est un peu dans le niveau 1, niveau 30 d'ADD. Et là-dessus, vous avez les talents qui sont liés. Alors les talents, c'est vraiment, il y a tout dedans. Les pouvoirs psioniques, c'est des talents. La magie, qui est que de la magie noire, c'est des talents. Un bonus de compétences, parce que vous êtes très doué, c'est des talents. C'est pareil, ça va de plus 10 à plus 30. Donc effectivement, si vous grattez tout ce que vous pouvez, vous avez déjà une bonne carac. Vous avez 30, voire un peu plus, parce que vous avez gratté des bonus lors de la création de perso. On va dire que vous avez 35. Un gros talent bien développé en début de partie, si vous avez plus 20%, c'est que vraiment vous avez mis tous vos points dedans. Compétences, excusez-moi. Dessus, si vous avez le talent qui est lié en début de carrière, vous aurez un plus 10. Donc là, on est déjà sur un bon truc qui est du 60%. Vous pouvez gratter des bonus de circonstances.
Bah, effectivement, faire une opération dans la gadoue à une tempête, c'est vachement plus dur que le faire dans un bloc opératoire avec un haut niveau de technologie et si tout est désinfecté. Donc ça, c'est un des points sympas. Vos joueurs vont pas forcément être que obligés de faire des additions de leur caractère, talent, compétences. Ils vont être obligés aussi de gratter des bonus en ayant des idées intelligentes par rapport à la situation. À savoir effectivement bien présenter leur action à leur MJ, que ça colle à la fois à leur background et ça colle à l'environnement. Quelquefois, il n'y a pas le choix. S'ils peuvent le faire, ils seraient malins de le faire. Je vous disais, bon, les talents, il y a vraiment de tout dedans, hein. Tout ce qui va pas, de toute façon, dans caractère, compétences, ça va dans talent. Même vos implants, ça va aller dans talent. Donc, ils ont voulu nous faire un système simple où tout ce qui est pas caractère, compétences, c'est talent. Et du coup, ils sont tombés dans le piège que chaque supplément vous ramène un lot de talent et qu'à la fin de la gamme, vous avez 10 bouquins et dans les 10 bouquins, il y a des nouveaux talents dans tous les bouquins et c'est quand même un peu le bordel pour le perso. Alors, vous avez un perso qui a 5 livres de référence pour trouver les trucs qui décrivent bien ses compétences, ses talents et blabla. Bon, je vous ai à peu près tout fait là, hein, de manière assez expliquée comme de la merde, hein, je suis bien d'accord. Donc on va arriver directement sur la conclusion. Un système archaïque, c'est bien gentil d'avoir ressorti le système de Warhammer, mais c'est un système qui est vieux de 20 ans, et si les pourcentages c'est sympa pour se représenter les choses, c'est très chiant de commencer avec des sous-merdes et de finir avec des milieux. Donc personnellement, en tant qu'MJ, j'ai boosté les personnages en début de carrière. Ils étaient plus forts qu'est-ce qu'ils y auraient dû être. Et j'ai tout simplement ralenti la distribution d'XP. Voilà. C'est tout con, mais ça permet à vos joueurs que. Parce que alors, les adeptes sont présentés comme des mecs qui sont balèzes et des gros balèzes planétaires. Un gros balèze planétaire qui a un truc comme 35% de chance de réussite d'une action normale, est-ce que c'est un gros balèze? Voilà, entre les textes de présentation et d'ambiance et le système qui est collé, ça colle pas du tout. Votre système dessert le background. Et ça, c'est stupide. Et j'invite effectivement tout MJ de Dark Heresy à booster la création de persos de base, parce que vous êtes censé jouer des balèzes qui, parce qu'ils sont balèzes, sont repérés par l'Inquisition qui dit: oh, lui, c'est une petite merde, mais il est fort, donc on va le prendre quand même pour qu'il bosse pour nous. Non, mais ils recrutent des sous-merdes qui ont des caractères pourris et qui savent rien faire. C'est absolument pas cohérent. Donc boostez vos persos à la base. Simplifiez aussi un petit peu les règles parce que des fois il y a des trucs un peu relous, surtout dans tout ce qui concerne le combat. Et d'ailleurs, ça c'est un des autres gros points critiques sur le système. Alors, au niveau MJ, les livres vous présentent plein de backgrounds, même s'ils le font un peu à la White Wolf, à savoir, ils vous font vous cachant les secrets, faut lire entre les lignes, hein, puis se taper tous les ouvrages de la gamme. Par contre, au niveau PJ, il y a très peu de textes d'ambiance qui leur sont présentés et ils ont accès à des flots pas possibles d'armement. Enfin, on a la description des scores de dégâts du scalpel, quoi. Et les mecs, ils savent même pas les différentes nourritures qu'il peut y avoir dans l'Empire. Ça, on s'en fout. Le prix pour passer une nuit dans une auberge en fonction du niveau de technologie de la planète, non, ça, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est combien de dégâts va faire tel truc. L'équipement est très développé pour la baston. Il y a très peu d'équipements utilitaires. Non, ils ont passé baston, baston, baston. Donc là-dessus, c'est une grosse critique sur le jeu. On sent que ça vient d'un truc qui est fait pour des petites figurines qui se foutent sur la gueule. Ouais, mais un jeu de rôle, c'est aussi toute une ambiance et faire vivre tout un monde autour. Et là-dessus, en tant qu'MJ, vous allez avoir du boulot parce que vous allez avoir des textes d'ambiance, mais vous n'aurez pas de matériel traduit en règle et ça sera à vous de vous y coller. Est-ce que je vous fais un petit blabla sur les classes dont j'ai pas beaucoup parlé? Les classes de perso. Ouais, on va quand même vous dire en gros qu'est-ce qu'on peut jouer. Donc, vous avez les voleurs, les assassins, qui sont assez sympas d'ailleurs au passage. Mais bon, on est dans le cliché du psychopathe, mais ils sont assez sympas. Des espèces de juge droïdes, à savoir que le flic ici, il est à la fois, il est enquêteur, juge, bourreau. C'est des juge droïdes. Les petits intellos, qui sont super pratiques dans pas mal de trucs enquête, mais qui ont vraiment des caracs pourris pour tout ce qui est survie et baston.
Et c'est un jeu quand même où il y a souvent nécessité d'avoir des caracs minimales pour survivre aux bastons, aux environnements hostiles. Donc les intellos qui sont appelés les adeptes dans le jeu sont très utiles, mais malheureusement ont une durée de vie très limitée, c'est con pour eux. Les psys, bon, au passage, hein, les psys, en fonction de son tableau, c'est-à-dire, il va accumuler tout plein d'XP. Dans certains tableaux, il va pouvoir acheter des niveaux de psy. Ces niveaux de psy vont lui donner un certain nombre de dés pour activer ses pouvoirs. Les pouvoirs seront achetés indépendamment en dépensant des points d'XP. Et bah, vous devez en fait activer vos pouvoirs avec des brouettes de dés de 10. Voilà, vous avez un seuil, hein, par exemple un petit pouvoir, c'est un seuil de 14. Si tu as un psy niveau 3, tu as 3 dés de 10, plus ton bonus de force mentale. Donc quand tu jettes, bah, il faut que l'addition de tes dés de 10 et ton bonus de force mentale dépasse le seuil de ton pouvoir. Et plus il dépasse, d'ailleurs certains pouvoirs sont du type, si tu fais plus 5, bah, l'effet du pouvoir augmente. D'autres sont du type, bah, il suffit de dépasser le seuil et le truc il bougera pas. Bah, le pouvoir sera invariant. Petit détail au passage, hein, quand vous faites des 9 sur ces brouettes de dés de 10, vous déclenchez un effet du warp. C'est-à-dire il y a des trucs démoniaques pas cool qui se passent autour de vous. Après, il y a plein de talents pour limiter les risques, enfin voilà. Comme je vous le disais, il y a des talents pour à peu près tout. Le pioniste de base n'aura pas accès à ces talents, donc en plus il peut se faire péter la gueule parce qu'il a fait Trump 9 sur ses dés de 10. Voilà. Bah, s'il utilise beaucoup ses pouvoirs, hein, statistiquement, les 9, ça va sortir souvent. Et en plus, quand il y a des neufs qui sortent, il y a de la corruption. Enfin voilà, le pioniste, il a une durée de vie courte en début de carrière. Il y a vraiment un cap à franchir pour pouvoir maîtriser un peu ses pouvoirs. Sinon, tes pouvoirs risquent de te péter à la gueule, voire de te corrompre, ce qui fait que tes copains auront une sucette si t'ont mis une balle dans la tête. Bien l'ambiance. On a les mecs du Mechanicus, Kesako. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait une espèce de religion sur la technologie. Bon, on appelle ça le dieu machine, qui serait une espèce d'émanation de l'empereur Dieu, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est un des problèmes de l'Empire, hein, réussir à baratiner tout le monde que le dieu machine et l'empereur Dieu, c'est le même, parce qu'il y a un schisme religieux et les fanatiques vont tous s'entretuer. Et c'est des mecs qui sont complètement blindés d'implants dans tous les sens. Ils sont assez sympas à jouer, à savoir qu'on peut aussi bien s'orienter sur un mec blindé d'implants qui est plutôt un lance-missile, lance-roquette partout, enfin des espèces de Robocop. Tout comme au contraire, on peut avoir un mec très intelligent qui est plutôt dans la recherche des savoirs technologiques perdus. Le Mechanicus a un supplément rien que pour lui qui est que en anglais. Donc si tu es un petit français qui sait pas lire l'anglais, tu l'as profond dans le cul parce que le supplément du Mechanicus, si tu veux jouer des mecs du Mechanicus, franchement est indispensable. Il y a deux trois mecs sympas qui ont fait des synthèses et des traductions de suppléments qui sont disponibles, bah, par exemple, enfin sur la scénariothèque, enfin tout ça. Donc, essayez de consulter ces suppléments, c'est vraiment indispensable pour avoir des mecs du Mechanicus qui tiennent la route. On a les militaires, ouais, bon, bah, des militaires. On a les prêtres qui sont un peu cheatés hein, au niveau compétences carac. Enfin voilà, c'est le clergé de l'empereur Dieu, il est favorisé. Ce qui est assez logique, hein, sachant que c'est lui qui est la force politique majeure de ce monde, hein. C'est un monde fondé sur la foi. Ouais, ça c'est pour les classes de base. Il y a deux classes qui sont disponibles en plus dans certains suppléments, à savoir les sœurs de bataille, des nonnes guerrières, qui ont des pouvoirs de foi. La foi, c'est beau. Et il y a les chevaliers cris, qui sont des space marines spécifiques au combat contre les démons. Et eux, ils sont complètement cheatés, ils sont dispo dans un des derniers suppléments de la gamme. Et honnêtement, il faut attendre que vos acolytes aient vraiment beaucoup de bouteilles, sinon le mec il fait tout et les autres ils servent à rien. Les Space Marines sont d'entrée des super balèzes. Et les Chevaliers Gris, c'est l'élite des Space Marines. Ils sont à la fois Space Marines, sionistes. Et en plus, ils sont pas cons. Donc ça peut être vraiment sympa au bout de beaucoup de temps de jeu d'en intégrer un. Mais en tout début de carrière, c'est pas la peine, hein. Là, vous avez vos acolytes des sous-merdes et là, vous avez les Space Marines des milieux. Les Chevaliers Gris qui sont l'élite des Space Marines. C'est des surhommes. C'est vraiment des surhommes. Donc, très sympa, mais pas accessible en début de carrière du tout, hein. Vous allez déséquilibrer le truc, vous allez tout piner. En PNJ, c'est pareil. Enfin, s'il y a lui qui accompagne vos persos ils seront là pour porter les sacs, hein. Il faut être clair.
Ensuite, les parties, parce que c'est bien gentil un background, mais un background à un système, ça fait pas une partie de jeu de rôle. Eh ben bon, il y a les trois ordos. Votre inquisiteur, il appartient forcément à un ordos. Donc de base, vos acolytes seront plutôt envoyés sur une thématique de mission. Est-ce qu'on traque des hérétiques, des extraterrestres ou des espèces d'influences démoniaques? À savoir qu'en fait, votre inquisiteur peut se planter et puis on vous envoie, enfin vous êtes de l'ordos Malleus, on vous envoie sur une mission en se disant ah c'est un truc démoniaque. En fait non, c'est une magouille extraterrestre, voire c'est des hérétiques qu'on trouve un grimoire pourri qui en fait sont en train un peu de virer justement dans le maléfique. Il y a pas mal aussi d'enquêtes qui sont, on fait croire aux acolytes qu'ils y vont, mais en fait c'est des grosses magouilles politiques. Le politique est vraiment très marqué dans ce monde, mais il est caché. Voilà, les scénarios, en fait, sous couvert d'être des scénarios débiles de groupe bourrin, sont souvent des scénarios à portée intelligente. Et des fois, c'est un peu un défaut. Il n'y a que le MJ qui le sait, même que le MJ qui s'en rend compte à la fin. Donc vos joueurs peuvent le jouer genre rien à foutre Conan le barbare, on est content, on a tué le méchant. Comme ils peuvent le jouer genre ah on nous a envoyé là, mais en fait lui il appartient à telle faction, qui est en fait l'ennemi de la faction de mon inquisiteur, mais qui sont pas copains avec telle faction de l'église, et il y a de la grosse magouille. Le thème, hein, je vous en ai parlé, hein, enquête, baston, exploration. Le fait qu'il y ait beaucoup de background pour le MJ et qu'il y ait malheureusement très peu de background pour les joueurs. Donc il faut des joueurs curieux s'ils veulent découvrir le background. Les parties peuvent donc se jouer soit sur un côté très mature, à savoir que bah ouais, on bosse pour des enculés et qu'au final la partie c'est pas on est les gentils, on fait le truc du bien, c'est en face c'est des enculés, nous on est des enculés, on bosse pour des enculés et tout l'enjeu moral sera de faire le choix le moins mauvais possible, en sachant que forcément vous ferez du mal. Ou alors vous le jouez de manière plus légère, on a une mission, on y va, on pète la gueule aux méchants, oui, vive l'empereur Dieu, et puis on est les gentils. Les deux peuvent se mêler, hein, voire on peut faire un début très les joueurs qui réfléchissent pas, puis à force de faire des trucs pourris, se dire ah non mais finalement l'Inquisition, on n'est peut-être pas les gentils, voire l'empereur Dieu, il est peut-être pas si sympathique que ça avec l'humanité. Et vous finissez directement à Black Razad en tant qu'hérétique, et le pire c'est que vous aurez sûrement raison. L'Inquisition, c'est puant. Le seul problème, c'est que sans elle, l'humanité s'effondre et qu'elle a très peu de chances de survie face à tout ce qui la menace. Donc ouais, vraiment, on est dans le choix le moins mauvais possible. Voilà, que vous dire d'autre? Les suppléments, parlons des suppléments. Bah, il y en a toute une partie, enfin il y en a vraiment une dizaine, beaucoup de suppléments traduits en français. On a un petit supplément où il y a trois scénarios, qui est un bon début, si vous voulez, bah, justement des scénarios qui mélangent les thématiques de base, enquête, horreur. Je vais pas vous les spoil, hein, mais ils sont plutôt sympas. Dans les suppléments, il y a beaucoup de modifs de règles aussi. Donc, bah, les règles tiennent bien la route une fois qu'on a tous les suppléments, et sinon vous avez des petites incohérences, surtout pour des trucs tout cons comme le nombre d'attaques par round, le système un peu merdique sur le livre de base. Donc, bah, MJ, si tu veux pas acheter une gamme qui va te convenir à plus de 1000 € et que tu n'arrives pas à le télécharger, et ben en fait, tu règles le problème tout seul, tu fais tes bidouilles, t'es un grand, hein, c'est ton jeu de rôle, en fait. Hein. Il y aura pas Dieu, l'empereur Dieu va pas venir te châtier. Euh, les points positifs, c'est qu'aucun supplément n'est inutile, en fait. Tous les suppléments amènent des bons trucs. Même les suppléments qui t'amèneront que des trucs techniques, en amèneront beaucoup et vont assez renouveler le bouquin de base ou compléter ses trous. Les moins, c'est que bah, il y a beaucoup de secrets qui sont développés sur tout le long de la gamme. Et si t'as pas lu tous les suppléments, déjà quand tu les as tous lus, le secret, il n'y a pas un moment où il va t'être dit. Ils ont arrêté la gamme avant d'en faire quelque chose. Donc en tant qu'MJ, bah, tu as plein de petits éléments qu'il faudra que toi tu bosses pour faire vraiment tout péter le gros truc qu'ils ont essayé de monter. Mais en plus, il y a des bonnes. Enfin, si tu veux le faire le plus officiellement possible, il va falloir que tu tapes tous les bouquins à lire. Heureusement, ils sont facilement téléchargeables. Oui, 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 oui. Et puis ouais, hein, on va pour, je vous ai déjà fait les blabla différents jeux qui sont facilement liables, surtout Dark Heresy, Rogue Trader qui se lit très bien. Deathwatch, si vous jouez dans leur dos Xenos, peut assez facilement se mélanger aussi
à savoir que bah, vous avez une grosse équipe d'inquisiteurs avec un bon niveau, qui ont un ou deux mecs de la Death Watch qui leur est collé parce que bah, la Death Watch les aime bien pour des raisons scénaristiques. Donc vous pouvez intégrer un ou deux mecs. Même chose avec l'Ordos Malleus et les Chevaliers Gris. Et l'intérêt des Chevaliers Gris, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous racheter un jeu où on va vous expliquer les mêmes règles. Hein, parce que forcément, quand tu achètes Dark Heresy, Rock Trader, tout ça, vous avez 75% du bouquin qui va vous expliquer les jeux que vous connaissez déjà. À 65 boules le bouquin. Ouais, c'est du Game Workshop, hein, c'est crash ton fric. Ça, c'est pareil, c'est un côté chiant de la gamme, hein. Les bouquins sont beaux, mais c'est crash ton fric. Et pour finir sur l'arnaque de la deuxième édition, séquence crash ton fric, comme je vous le disais. Donc ils nous ont fait une super campagne dans la première édition, qui se finit un petit peu du genre ça nous a mis à la bouche le retour d'un grand méchant, qui résonne avec plein de gros secrets du monde, et qu'ils n'ont pas fait la suite. Donc déjà en tant qu'MJ, bah, la suite, tu vas te la coltiner tout de suite. Donc tu achètes une campagne qui est presque le prologue au gros truc qui pue qui arrive après. Mais en plus, dans la deuxième édition, ils vous font le coup de juste synthétiser les règles qu'ils ont développées sur toute la première et de te changer de secteur. Tout le background que tu t'es bouffé sur la première édition et les jeux afférents, à savoir que Rogue Trader, des Swatch, tout ça, ça se passe dans le même secteur, est bon pour la poubelle. Donc, ils nous créent un truc qu'ils n'utilisent même pas. Et là-dessus, on est vraiment dans du foutage de gueule à l'américaine pour te faire racheter des suppléments. Là, c'est vraiment casse-couille. Donc la deuxième édition est une grosse putain d'arnaque. Téléchargez la première et puis c'est tout, ciao. Ah, je suis désolé, il y a ma copine qui arrête pas de faire du bruit et du parasitage. Tu peux te casser, s'il te plaît. Comme ça qu'on parle à une femme. Ouais, non, mais je m'en fous, tu dégages. Tu dégages de ma vidéo, femme. Non, mais oh. Et puis voilà, en plus, c'était la fin. Donc, ciao à vous, et puis bon jeu. Salut, salut, bonne tentacule.